Alors, dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un petit exercice traitant d'énergie mécanique, d'énergie cinétique, d'énergie potentielle, de travail d'une force. Et donc, ici, c'est un petit exercice d'application du théorème de variation de l'énergie mécanique. Je rappelle, l'énergie mécanique, c'est une grandeur qui se définit comme étant la somme de deux autres énergies que l'on a déjà étudiées. Donc, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Et cette forme d'énergie, qui est l'énergie mécanique qui dispose de deux composantes, donc l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur, est soumise à un principe de conservation. C'est-à-dire que si le système est isolé, c'est-à-dire qu'il ne subit pas de force de frottement, qu'il n'est pas soumis à des forces non conservatives, eh bien l'énergie du système va être conservée. Mais dès lors que des forces non conservatives, comme les forces de frottement, s'exercent sur ce système, celui-ci va être soumis à des variations d'énergie. Par exemple, si je lance un objet vers le haut, l'énergie cinétique, bon, donc admettons, je prends cette situation, je lance un objet vers le haut, donc il atteint une certaine hauteur, et ensuite il redescend. En théorie, s'il n'y a pas de frottement, l'énergie cinétique de l'objet au départ, elle doit être égale à l'énergie potentielle de pesanteur à la fin. Parce qu'il y a eu un transfert. L'énergie mécanique s'est conservée, sauf qu'au départ, elle est uniquement stockée sous la forme d'énergie cinétique. On lance l'objet, donc voilà, il acquiert une énergie cinétique. Et ensuite, il monte en altitude, donc toute l'énergie cinétique finalement qu'on lui avait transmise est conservée progressivement en énergie potentielle, jusqu'à qu'il s'immobilise dans les airs. Donc là, toute l'énergie cinétique qu'on lui a transmise est devenue une énergie potentielle de pesanteur. Et ensuite, il rechute. Et là, on a encore une nouvelle conservation, enfin une nouvelle transformation. Là, l'énergie potentielle de pesanteur va se retransformer en énergie cinétique. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on peut affirmer qu'effectivement, il y a une conservation. Mais dans la réalité, il y a quand même de l'air, les forces de frottement de l'air qui vont s'exercer tout le long de l'ascension de l'objet. Et donc, on peut considérer que l'énergie cinétique de base n'est pas forcément égale à l'énergie potentielle d'arrivée. Autrement dit, l'énergie mécanique de l'objet à la base n'est pas égale au début et à la fin. Parce qu'il y a des forces de frottement qui vont travailler et qui vont dissiper l'énergie mécanique du système en énergie thermique, en fait, en chaleur. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc, le théorème de variation de l'énergie mécanique dit que toute variation de l'énergie mécanique est finalement le résultat de travaux de forces extérieures qui s'exercent sur le système. Donc, toute fluctuation, modification de l'énergie mécanique d'un système est la cause de travaux, enfin de forces qui travaillent. Donc, de forces extérieures non conservatives qui travaillent et qui s'exercent sur l'objet. Voilà. En l'occurrence, donc dans cet exercice-là, on nous dit que l'on a un jeu de foire qui consiste à lancer le plus loin possible le chariot, donc sur un rail en montée. Donc le joueur qui atteindrait donc le sommet, qui atteindrait le butoir ici au sommet du rail, gagne. Tout au long du rail, le chariot subit une force de frottement constante d'intensité F. Donc voilà. Donc il y a des forces non conservatives, c'est-à-dire des forces qui vont avoir tendance à dissiper l'énergie mécanique du système en chaleur, en frottement. C'est des forces de frottement, mais ces frottements vont avoir pour conséquence de dissiper l'énergie mécanique du système en énergie thermique, et donc il n'y a pas conservation entre ce moment-là et à l'arrivée. Voilà. Donc le joueur dispose d'une phase d'élan, donc juste avant ici, et l'endroit où il doit lâcher le chariot correspond au début d'un quart de cercle, comme on le voit ici. Mais donc juste avant, il y a une phase d'élan, puis après il doit lâcher l'objet. Puis donc voilà, tout le long de cette phase d'élan, il va donc exercer une force, il va donc transmettre de l'énergie au système, ce qui fait qu'arrivé ici, il disposera d'une certaine vitesse, donc d'une certaine énergie cinétique, et cette énergie cinétique permettra d'effectuer l'ascension à une hauteur plus ou moins importante en fonction de la vitesse qui a été ici donnée. Et la question, c'est à quelle vitesse minimale faut-il lancer le chariot de masse M pour atteindre le sommet du rail? Alors ici, je précise qu'on va raisonner non pas sur des chiffres, mais qu'on va raisonner de manière générale. C'est-à-dire que là, on veut savoir la vitesse minimale qu'il faut ici apporter au système de façon à ce qu'il atteigne le butoir. Voilà, mais de façon, voilà.
Donc la vitesse minimale. Après, s'il a une vitesse plus grande, bah il va simplement foncer dans le butoir qui va de toute façon après le faire tomber, enfin le faire redescendre. Mais on pourrait dire ici la vitesse minimale, c'est la vitesse qu'il faut pour qu'il atteigne le butoir, mais qu'il le frôle, hein, qu'il le cogne pas en soi. Voilà. Alors comment on va faire? Bon, on va appliquer le théorème de variation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, enfin delta EM, c'est quoi? C'est la variation de l'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Somme des forces extérieures, enfin somme des travaux des forces extérieures, c'est quoi? Ben, c'est la force de frottement qu'on a nommée avant, fois le déplacement. Voilà. Alors l'énergie mécanique finale, comment on la calcule? Ben, l'énergie mécanique finale, si on réfléchit bien, c'est de l'énergie potentielle. Au début, l'objet dispose d'une énergie qui est uniquement de l'énergie cinétique. Hein, toute l'énergie mécanique du système est stockée en énergie cinétique, puisqu'il a un mouvement, et elle se trouve à une hauteur nulle. Voilà. Ensuite, progressivement, cette énergie va être transférée en énergie potentielle, puisqu'il va acquérir une certaine hauteur. Et quand il sera en haut, bah là, toute l'énergie cinétique du système aura été transférée en énergie potentielle. Puisqu'on l'a dit, hein, on veut vraiment regarder la situation où il arrive tout près du butoir, mais qu'il le touche à peine. Hein, pas, c'est pas une situation où il lui fonce dessus. Donc là, on est vraiment dans la situation voilà, où l'énergie cinétique du système a été transférée à 100% en énergie potentielle, ici. Donc, l'énergie mécanique finale, c'est que l'énergie potentielle, ici, parce que l'énergie cinétique initiale à la finale, elle sera nulle, donc il y aura juste l'énergie potentielle. Et comment on calcule l'énergie potentielle? Ben, c'est la masse fois la gravité, fois la hauteur. En l'occurrence, la hauteur, c'est le rayon du quart de cercle. Ben oui, on le voit bien, hein, que là, c'est cette hauteur. L'énergie mécanique initiale, ben, comme on l'a dit, au début, l'objet, il n'a pas d'énergie potentielle. Toute l'énergie mécanique du système, elle est stockée en énergie cinétique, en énergie de mouvement. Donc là, si on regarde la formule de l'énergie mécanique, c'est bien la somme de deux énergies, mais là, l'énergie potentielle vaut 0. Donc l'énergie cinétique, c'est quoi? Ben, c'est 1,5 de m fois v carré. Hein. C'est une formule qu'on connaît bien. Et ensuite, donc la somme des travaux, ben, il n'y a qu'une seule force qui s'exerce, c'est la force justement F, hein, c'est la force de frottement que l'on a nommée F, qui va donc avoir tendance à dissiper l'énergie du système. Ce qui fera que on peut pas appliquer vraiment ce théorème-là de conservation de l'énergie mécanique parce que il y a des variations, il y a des forces qui vont dissiper l'énergie du système. Cette énergie va changer d'échelle. C'est une énergie qui ne sera pas récupérée. Voilà. Donc du coup, c'est la force fois le déplacement, effectivement le travail. Alors déjà ici, il faudrait mettre moins la force déjà, parce que c'est négatif. Hein, la force s'exerce dans le sens opposé du déplacement. Et puis, c'est quoi la distance qui a été parcourue? Bah, c'est le quart de cercle. Hein. Le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi r. 2 pi r sur 4, c'est pi r sur 2. Hein. Voilà. Donc, on aurait ça. Le but, ça va être de isoler v carré. Alors moi, ce que je propose, c'est de mettre cet élément-là de l'autre côté. Donc, j'aurai quoi? J'aurai moins f pi r sur 2 moins mgr qui est égal à moins 1,5 de m fois v carré. Ok, et puis maintenant je dois encore isoler v, hein, le but c'est ça, je veux une vitesse à la fin. Donc je divise par... là pour annuler le moins 1,5, je dois faire fois moins 2. Donc je fais fois moins 2 ici. Si je fais fois moins 2, qu'est-ce qui se passe? Le moins il s'annule ici, et puis le 2 il s'annule ici. Donc je me retrouve avec f pi r. Là si je fais fois moins 2, je me retrouve avec 2 plus 2 mgr. Voilà. Puis maintenant je dois encore faire quoi? J'ai encore divisé par m. Je divise par m, donc je me retrouve avec f pi r sur m plus 2 gr. Bah oui, parce que les m s'annulent. C'est égal à v carré. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, je peux faire la racine carrée, mais déjà j'ai du r ici, donc je propose de factoriser tout d'abord. Donc j'ai r facteur de f pi sur m plus 2g, qui est égal à v carré. Et donc pour isoler v, qu'est-ce que je fais? Je fais la racine carrée de tout ça. Donc ça fait f pi sur m plus 2g, le tour de parenthèse fois r. Voilà. Donc la vitesse, c'est f pi sur m plus 2g fois r, le tout à la racine carrée. Voilà la formule qui nous permet de calculer la vitesse. Pour on pourrait faire une application numérique. Hein. Voilà la formule, un petit peu de manière écrite de façon plus claire.
Voilà. Donc la vitesse, elle doit être égale à ça, hein, pour effectivement qu'il parcourt tout le rail. Donc on voit que ça dépend de la force de frottement, du rayon, donc évidemment de notre quart de cercle, de la masse de l'objet, de la gravité, voilà.